C'est l'heure de vous informer sur l'ART éduquée à la une. Plusieurs directeurs et inspecteurs principaux provinciaux ont pris officiellement leurs fonctions à l'Éducation nationale. Dans cette édition, vous suivrez les différentes cérémonies de remise et reprise. Reportage à suivre. À Kinshasa, plusieurs artères à forte affluence se détériorent dangereusement, une situation qui pénalise plusieurs activités. Le cas sur l'avenue Chamba où la circulation est impraticable. Reportage à suivre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sachez tout d'abord qu'un atelier sur la revue des stratégies de communication sur la gratuité de l'enseignement en RDC a débuté ce lundi, une initiative soutenue par le projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif PERS. Et ces travaux aboutiront à un plan d'action de communication à l'appropriation des activités du PERS par les parties prenantes, la promotion du changement de comportement, ainsi que le renforcement de la confiance de la population bénéficiaire de la réforme de la gratuité de l'enseignement primaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après la mise en place de la ministre d'État à l'Éducation nationale dans les différentes provinces éducationnelles, place aux cérémonies de remise et reprise à Kinshasa. Moamba Vital Lumbala passe le flambeau de commandement à Jean-Marie Tshisekedi. La cérémonie s'est déroulée en toute convivialité et fraternité. L'inspection principale provinciale du Mont-Amba sera désormais pilotée par Jean-Marie Tshisekedi Chambouyi. L'homme a pris la direction du Mont-Amba, succédant ainsi à l'IPP Vital Lumbala Kadiata, qui lui a souhaité bon vent dans cette nouvelle fonction, juste avec un peu de dévouement et de sacerdoce. Collègue Tshisekedi, je vous cède la province. Vous allez travailler. C'est pas si compliqué. Juste un peu de dévouement. Je vais m'adresser aux inspecteurs principaux provinciaux adjoints. J'avais apprécié votre prestation et votre collaboration. Je pense que vous allez continuer sur le même lancé avec les collègues. Vous allez les considérer comme moi. Quant aux nouvelles IPP du Mont-Amba, il a salué les travaux abattus par son prédécesseur et a demandé aux agents la même collaboration qu'ils avaient avec l'IPP partant. Aux principaux adjoints qui sont avec nous, les mots que les collègues Vital, qui viennent de me céder le fauteuil, m'ont percé le cœur. Je ne peux que vous demander cette collaboration que vous lui avez témoignée. Du reste, seul le Seigneur sait pour combien de temps nous serons ensemble et je ne peux que vous garantir que nous marcherons sur ces traces. Il faut dire que cette cérémonie de remise et reprise avait été présidée par l'inspecteur général adjoint Godefroy Katoto en présence du directeur du cabinet du ministre provincial de l'éducation ville de Kinshasa, de la province du Mont-Amba et des agents et cadres de l'inspection principale provinciale du Mont-Amba. Parti de l'inspection provinciale du Mont-Amba, Vital Lumbala est le nouvel inspecteur principal provincial de la Lukunga. Il remplace à ce poste-là Pierre Kabianda, qui sera désormais à la tête de l'inspection de Bunjiwai. Après avoir passé 3 années à la tête de l'inspection principale provinciale de la Lukunga, Pierre Kabianda Mbaliang a cédé son fauteuil à Vital Lumbala Kadiata, nouveau patron de la Lukunga. Pierre Kabianda a exhorté Vital Lumbala à travailler avec tout le monde. Avant toute chose, je commence par remercier l'Éternel Tout-Puissant, Dieu créateur, qui est maître du temps et des circonstances. Sans lui, on ne sera pas ici. Et cet événement n'aurait pas de sens. Je remercie son Excellence, Madame la Mineta, qui a encore pensé à moi comme IPP. Et cette fois à Mbujimai, je remercie l'inspecteur général chef de corps, Iber Kimbonza, qui a jeté son dévolu sur moi. L'heure n'est pas au discours. Ça ne sert pas.
L'IPP entrant de la Lukunga a salué le travail des titans abattus par Pierre Kabianda Mbaliang. Le directeur du cabinet du ministre provincial de l'éducation ville de Kinshasa, Moari Baboune Noël, a demandé à Vital Lumbala de continuer avec la pacification de la Lukunga telle que laissée par son prédécesseur. L'inspection générale a été représentée à cette cérémonie de remise et reprise par l'inspecteur général adjoint en charge des évaluations, Alphonse Kabuta Kapwa. De son côté, Jean-Pierre Yoy a pris ses fonctions au Kwilu 2. Le nouveau directeur provincial s'appuie sur les 5 principes directeurs du ministère pour mener à bien ses missions. Sous la supervision de Mme Charlotte Lela, maire adjointe de la ville de Kwilu, le prophète sortant de Kwilu 2, Esperango Tota Mukengeshai, a passé le flambeau de la direction de la province éducationnelle Kwilu 2 au prophète entrant Jean-Pierre Yoy Bokete ce vendredi. Là où nous sommes des locataires. On n'est pas là pour pousser des racines. Quand on les rassemble et que l'État a besoin de vous quelque part, vous partez, vous laissez la place à une autre personne. C'est comme cela, c'est la loi du travail. Tout comme il a redressé tant soit peu la province éducationnelle de la Lukunga, Jean-Pierre Yoy promet de faire encore mieux à Kwilu 2. J'en appelle à la conseil des uns et des autres que nous n'avons que 2 valeurs de référence à promouvoir pour réussir notre mandat. Il y a l'éthique et les compétences professionnelles. Ce sont les valeurs de référence d'un agent public de l'État. Et nous sommes sans oublier que Madame, son Excellence Madame la ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a une vision. Et cette vision se recadre autour de 5 principes directeurs, à savoir la promotion du dialogue entre les parties prenantes. L'infatigable Yoy Bokete, en bon soldat, bien outillé, se dit capable d'affronter les nouveaux défis de Kwilu 2. Jean-Pierre Yoy demande à tous les acteurs éducatifs de sa province éducationnelle de se ranger derrière lui pour mettre en application le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui se résume autour des 5 enjeux clés. Sa mission se fonde sur 6 axes stratégiques et 5 principes directeurs en vue de contribuer efficacement à l'amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler les développements socio-économiques. Direction de la province éducationnelle de l'Ituri. Après la présentation des civilités auprès du gouverneur militaire, Yvan Mouquet a pris les rênes de cette entité éducative à l'issue de la cérémonie de remise et reprise, correspondance de Joseph Kandolé. Bonjour, Excellence. Bonjour. Vous allez bien? Après la présentation de ces civilités, le 14 novembre 2024, auprès du gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, le nouveau prophète de l'Ituri 1, Yvan Mouquet Aboissele, s'est dirigé un jour après au bureau de l'administration de la province éducationnelle Ituri 1 pour occuper ses nouvelles fonctions le samedi 15 novembre 2024 devant quelques cadres ainsi que le chef de la division provinciale de la fonction publique, les représentants du gouverneur de la province de l'Ituri, qui a officialisé cette séance de la remise et reprise entre le nouveau prophète d'Antra et Jean-Baptiste Ngona Kivi, qui faisait jusqu'à l'intérim de l'ancien prophète Jacques Masumuko Boutaka, décédé le 19 juillet 2024. Prenant la parole, Yves Mouquet Aboissele n'a pas caché son expression après la prise de ses nouvelles fonctions. Je viens d'entrer en possession de tout ce qui concerne les bureaux de la division provinciale Ituri 1. J'en suis très content. Je dois remercier sincèrement la ministre d'État, Madame Raïssa Malou, qui est ministre de l'Éducation, pour les choix qu'elle avait portés sur moi en me désignant en qualité de directeur provincial de l'éducation dans la province éducationnelle d'Ituri 1. J'ai remercié également son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province d'Ituri, pour les efforts inlassables qu'il continue à conjuguer pour pouvoir assurer la paix. Il est à signaler que les nouveaux prophètes de l'Ituri 1, accompagnés des comités provinciaux, ont visité la parcelle de la division pour se rendre compte du patrimoine qui entre désormais dans sa gestion. En mission de service au Canada, la première ministre a rencontré la diaspora congolaise. Comme partout où elle est passée en dehors du pays, Judith Seminois a eu des échanges francs et directs avec ses compatriotes divers et variés. La diaspora congolaise du Canada a salué la présence à Ottawa de la première femme à accéder
aux fonctions de Premier ministre en RDC. Au cours de cette rencontre conviviale, la communauté congolaise a exprimé ses préoccupations à la Première ministre, mais aussi ses inquiétudes sur la marche du pays, notamment les conflits dans la partie est du pays. De la crise dans l'est du pays au social du Congolais, en passant par les investissements et le développement du pays, Judith Seminois a assuré que son gouvernement ne ménageait aucun effort pour obtenir des résultats. Le gouvernement va faire sa part, bien entendu, et nous avons déjà commencé, nous continuons. C'est un processus, mais nous devons compter sur tout le monde. La diaspora congolaise du Canada a exprimé à la Première ministre son désir de voir certaines dispositions de la Constitution être modifiées. Elle en appelle entre autres au vote d'une loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Répondant à cette autre préoccupation, la chef du gouvernement, qui s'est refusée à toute polémique, a fait savoir que ce genre de matières ne peuvent être réglées qu'à travers la révision de la Constitution. Tout Congolais d'origine, quelle que soit sa nationalité actuelle, il garde son esprit chez nous, n'est-ce pas? Et il est important de donner l'opportunité à ces Congolais-là de pouvoir rentrer au pays, de pouvoir jouer leur rôle en ne perdant pas cette nationalité. Et c'est pour ça que quand on dit notamment qu'il y a besoin de réviser certains aspects de la Constitution, certains articles, il s'agit bien de cela. C'est sur une note d'espoir que se sont terminés les échanges entre la Première ministre et la communauté congolaise du Canada. Cette dernière a invité la chef du gouvernement à une conférence l'année prochaine entre investisseurs canadiens et congolais. Après avoir reçu en priorité ses compatriotes, l'agenda canadien de la Première ministre prévoit des rencontres de haut niveau avec les autorités et investisseurs canadiens. Riposte contre la Mpox en RDC, que retenir 46 semaines après? La situation épidémiologique indique que 478 cas suspects ont été enregistrés et les cas confirmés sont de 56. L'on note également une prédominance des cas notifiés dans les zones de santé du Sud et Nord Kivu et Chouapa qui ensemble ont enregistré environ 70% de cas suspects dans cette semaine en cours. Écoutons Christian Ngandou, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de santé publique, qui revient sur les points importants de la riposte à ce jour. Aujourd'hui, les points saillants, c'était d'abord premièrement cette réunion tenue par le secrétaire général avec, au niveau du GOUSP, avec toutes les provinces pour les instruire sur leur alignement quant à la réponse. Deuxièmement, de façon générale, la situation épidémiologique a tendance à aller légèrement vers la baisse quand on considère les 2 semaines épidémiologiques, la semaine 46 et la semaine 45. Mais les efforts doivent être redoublés pour que nous puissions maintenir cette tendance et avoir davantage de résultats. Autre point saillant qui a été présenté aujourd'hui, c'est le déploiement des équipes multisectorielles, multidisciplinaires à Kinshasa, qui continuent de façon à ce que nous puissions étouffer l'épidémie de Kinshasa et avoir de bons résultats. Donc ça, ce sont les points que nous avons peut-être su relever. Mais on ne va pas oublier aussi les aspects des laboratoires, la cartographie des laboratoires et les processus des laboratoires, comment il faudrait l'améliorer pour que la détection biologique puisse contribuer favorablement à contrôler cette épidémie de Mpox dans notre pays. Ça, c'est de façon globale. Parlant de la lutte contre le cancer du col de l'utérus en RDC, plusieurs activités de sensibilisation et d'information ont été organisées, notamment une marche de santé visant les femmes, jeunes filles et mères en octobre. Objectif, réduire sensiblement l'impact de ce virus. Les représentants de l'OMS en RDC, les agents et cadres du ministère de la Santé et ceux du programme élargi de vaccination ainsi que ceux du Centre national de lutte contre le cancer se sont joints aux élèves, filles et étudiantes à travers cette marche de santé pour sensibiliser leurs sœurs, mères, sur l'existence du cancer du col de l'utérus. Cette maladie qui touche des milliers de femmes chaque année et ne cesse de faire des victimes. Pourtant, le cancer du col de l'utérus est évitable et peut être guéri. Lorsque la population est bien informée, lorsque la prévention est en place, par exemple la vaccination, le dépistage fait précocement, ce cancer peut être vaincu.
Le point de chute de cette marche qui a démarré à la primature a été la place Royale sur le boulevard du 30 juin en face de l'hôtel du gouvernement. C'est à cet endroit que la cérémonie officielle de clôture des activités liées à la lutte contre le cancer du col de l'utérus a eu lieu. Une survivante de cette maladie, Martine Moulenga, a partagé sa petite expérience. L'esprit me dit que non, la mort t'attend. Pour sa part, le directeur du Centre national de lutte contre le cancer a rassuré la population congolaise que le gouvernement vient d'allouer des fonds pour la prise en charge de cette maladie. Un ensemble d'activités qu'on va mettre en place visant la vaccination d'au moins 90% des jeunes filles avant leur 15e année et dépister au moins 70% des jeunes filles en âge de procréer et traiter au moins 90% des femmes qui ont des lésions précoces et des lésions. C'est dans le cadre de la cérémonie de la Journée mondiale de la lutte contre le cancer du col de l'utérus que la RDC, à travers le ministère de la Santé, se joint à d'autres organisations partenaires de santé pour sensibiliser, prévenir et éliminer le cancer du col de l'utérus. Voilà qui constitue le thème de cette célébration dans le pays. Aussitôt après la clôture des états généraux de la justice congolaise, le procureur général près la Cour des cassations a réuni tous les procureurs généraux près les cours d'appel. Firmin Vondé a transmis à ses collaborateurs le message du président Félix Tshisekedi qui les a tous invités à produire un travail de qualité répondant aux attentes de la population congolaise. Son discours très responsable. Il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud, dit-on. C'est fort de cette sagesse que le procureur général près la Cour des cassations n'a pas tardé à réunir les procureurs généraux près les cours d'appel, juste après que le magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi ait clôturé les états généraux de la justice congolaise. L'objectif de cette rencontre est de relayer le message du président de la République qui a invité tous les magistrats à se mettre au travail. Et je voudrais vous dire que tout à l'heure, lorsque la cérémonie était terminée, le chef de l'État s'est adressé aux membres du bureau en disant, eh bien, maintenant au travail. C'est ce que je viens vous dire. Maintenant au travail. L'occasion a été pour Firmin Vondé Mambou de demander aux procureurs généraux près les cours d'appel à s'en tenir au discours d'ouverture et des clôtures du chef de l'État et de faire confiance au magistrat suprême quant à sa promesse d'améliorer les conditions socio-professionnelles de tous les prestataires de justice. Tout ce qui fait que vous êtes peut-être considérés comme des abrutis, peut-être considérés comme des laissés-pour-compte depuis la nuit des temps. Mettez ça dans la judiciaire du chef de l'État qui a pris à bras le corps tous ces problèmes et qui va y accorder une solution. C'est un des messages qu'il a donné aujourd'hui. C'est au magistrat du parquet civil à appeler ses interlocuteurs à renouveler leur homme intérieur, car, à en croire Firmin Vondé Mambou, la régénérescence de la justice congolaise passe avant tout par le fait de ressusciter en chaque magistrat les sens et l'éthique et les prédispositions morales. À Kinshasa, plusieurs artères à forte affluence se détériorent dangereusement, une situation qui pénalise plusieurs activités. Le cas sur l'avenue Chaba où la circulation est impraticable. Regardez. La ville de Kinshasa présente à ces jours un aspect désolant en ce qui concerne certaines de ses artères. La circulation y est devenue un exercice périlleux, exigeant trop d'agilité. L'exemple éloquent est celui du croisement des avenues Chaba et Kassavubu dans la commune de Ngiringiri. Une portion de la voie est devenue impraticable. Un véritable casse-tête pour les usagers. Parsemé de nids de poules ça et là, une situation amplifiée par la saison pluvieuse. Cela amplifie des embouteillages dans cette partie de la ville de Kinshasa. Les usagers et autres riverains de la route, à l'instar de cette dame qui ne sait cacher son désarroi. La route ici c'est vraiment abîmé. Même les gens, il n'y a vraiment pas moyen de passer ici. S'il y a moyen, pensez à cet endroit ici. Il importe que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, puisse activer la puissante machine de réhabilitation de routes à travers sa vaste opération Kin et Zobonga, car les Kinois sont
tous les yeux braqués sur son programme de gestion. Savez-vous qu'il existe un téléphone 100% congolais? Okapiphone est l'œuvre du professeur Jean Bélé. À Kinshasa, un shop a ouvert ses portes dans le district de Moamba. Les Quinois et Quinoises ont ainsi la possibilité de découvrir et se procurer le téléphone, la tablette et autres accessoires Okapi dans ce shop. Visite guidée avec Valdo Yamba. Le choix d'ouvrir le nouveau shop Okapiphone porté dans la commune de Lemba au croisement Bypass et Kiimbi à l'entrée de la commune de Matete et pour servir une bonne partie du district de Moamba, a expliqué le directeur général adjoint de cette entreprise. D'abord, c'est un problème d'attraction. Vous allez remarquer lorsque vous êtes ici, il y a toute une grande fluidité de personnes qui partent dans tous les deux sens. Il y a certaines qui quittent Mongafula, Ipen, Wapanga, Barigini vers la ville. Et comme aussi d'autres, les étudiants qui quittent leur domicile pour l'université de Kinshasa. C'est le représentant du bourgmestre de la commune de Lemba, M. Kenema Eyenga, qui a procédé à la coupure du ruban, donnant ainsi l'accès officiel aux invités dans le shop Okapiphone, et chacun pouvait découvrir la diversité de la créativité des produits Okapi fabriqués par un Congolais, le professeur Jean Bélé. Avec cette ouverture, le shop Okapiphone suscite déjà la curiosité des habitants de ces coins. Shadrach Kabemba en est la preuve. J'étais de passage, subitement j'ai vu l'inauguration d'une maison, on a mentionné Okapi. Donc l'ISIL, une entreprise congolaise, créée, fondée par un Congolais. Il faut valoriser les Congolais. Au-delà d'une simple curiosité, Daniel Ongoua, lui, est passé à l'acte en achetant 2 téléphones, une manière d'encourager le professeur Jean Bélé dans ses entreprises. Il faut encourager l'œuvre de notre frère du Congo. Je ne fais que lui encourager. De venir acheter comme moi, c'est excellent. Après Moamba, l'entreprise Okapi compte étendre ses shops dans les 3 autres districts de la ville-province de Kinshasa. Bientôt là, il y a la boutique de Lukunga qui va s'ouvrir juste sur le boulevard. Et puis il y a un autre qui va s'ouvrir, mais là ça sera au mois de décembre, précisément le 15, au niveau de l'Ipen, juste au rond-point l'Ipen. Les travaux sont aussi en cours. Bientôt là, vers l'aéroport, on va inaugurer un autre pour former les 4 dont nous avons parlé maintenant. L'ouverture de ces shops Okapiphone à Lemba est un signal fort qui lance le professeur congolais Jean Bélé, qui veut davantage se rapprocher et faciliter l'acquisition de ces produits à toutes les couches de la population. Plusieurs artistes se sont retrouvés à l'espace Bakeli pour la 2e édition d'exposition d'art contemporain, l'art pour tous, tous pour l'art, un espace d'échange et de réflexion sur le rayonnement de l'art congolais. Dans le cadre d'une exposition d'œuvres d'art à l'espace Bakeli, celle qui met en exergue des œuvres d'art d'artistes congolais, en majorité des jeunes, intitulée L'art pour tous, tous pour un art. C'est à cette occasion un panel à sensibiliser et conscientiser les jeunes artistes sur le bien fondé de l'art. Le thème choisi pour ce faire a été « L'art comme outil de transformation individuelle et collectif ». C'est un échange très constructif qui réunit des artistes de différents secteurs pour réfléchir comment transformer l'individu dans la société. Dans le cadre de cette exposition que nous avons intitulée « L'art pour tous, tous pour l'art », une exposition qui rend l'art accessible à tous. C'est dans ce cadre de cette exposition que nous avons eu à organiser un panel aujourd'hui, un panel qui parle de l'art comme outil de transformation individuelle et collective. Donc on a essayé de faire un lien entre le thème de l'exposition que nous avons et de la manière dont cette exposition où l'art peut aider à transformer l'individu ou toute une société. L'objectif de cette activité est de promouvoir, sensibiliser les jeunes artistes à s'intéresser à ce noble métier. Nous le savons actuellement dans notre pays, pour les jeunes, sinon ceux de notre génération, nous n'en avons plus beaucoup qui sont encore intéressés par l'art. Et donc il y a cette rupture entre les générations d'avant et la nôtre. Et du coup, avec l'espace Bakeli, dans le cadre de son exposition d'œuvres d'art contemporain qui a pour thème l'art pour tous et tous pour l'art, qui a justement pour objectif
de donner l'accessibilité à toutes les couches sociales vivant ici à Kinshasa, de pouvoir être en contact avec l'art. Très captivante, cette exposition a retenu l'attention des participants. L'artiste n'est qu'un créateur. Quand il crée son œuvre d'art, il ne sait pas ce que cela peut donner à la société. Mais aujourd'hui, on a débattu, on a donné des idées tout autour du travail de l'artiste et voir combien cela peut contribuer à la transformation et au développement de notre société. L'espace Bakeli est un espace réservé pour les créateurs qui visent la promotion de l'art et de la culture congolaise afin de mettre en lumière des talents artistiques. Cette deuxième exposition s'est ouverte le 7 novembre, va se clôturer le 12 décembre 2024 prochain. La thématique est celle de la promotion des jeunes artistes. L'art pour tous, tous pour l'art, en panel. Une activité qui a tenu donc toutes ses promesses. Les participants en ressortent édifiés et pleins d'espoir au sortir de ce rendez-vous artistique. On les écoute. Des espaces de discussion, des espaces de dialogue comme celui-ci où on a sur table des sujets tels que la transformation, l'art comme outil de transformation individuelle et collective sont des espaces qui nous permettent d'ouvrir un peu plus les esprits des artistes, des intervenants et pourquoi pas des étudiants aussi, des participants sur l'art comme outil de transformation. Et avoir des espaces pareils est toujours très important parce que ça nous permet de développer la pensée, de développer même l'art sur la scène, et c'était très intéressant de pouvoir avoir ces échanges à la fois avec des critiques, à la fois avec des coordonnateurs, à la fois avec des penseurs, tous qui sont des acteurs culturels ici à Kinshasa. En tant que critique d'art basé à Kinshasa, j'ai plus parlé de mon expérience ici sur la scène, comment si les artistes, en parlant bien entendu des cas précis, comment si les artistes ont pu, en utilisant leurs médiums respectifs, apporter quelque chose, soit impulser un changement dans des contextes précis. J'ai cité les cas par exemple des SADI, le collectif SADI, Solidarité des artistes pour le développement intégral en 2009 et Wenze Kinshasa Wenze en 2003. Et ce sont des fenêtres qu'on a ouvertes pour pouvoir voir comment est-ce que l'artiste, de par ses médiums, soit son médium, il peut, contribuer à la transformation de la société. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme sur votre chaîne RT Duc.